Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Quand vous entendez Bruno Retailleau dire c'est un budget socialiste, quelle est d'après vous la part de vrai ? Non, il a raison que c'est un budget qui est un budget de renoncement absolu. Je vais vous dire, si vous le permettez, Darius Rochebin, bien sûr, on est là et on fait le travail d'équilibriste remarquable du Premier ministre, c'est incontestable. Moi, ce soir, je suis triste pour la France. Je suis triste. Parce que ce qui vient de se passer, on parlera évidemment de l'instant, de la pseudo-stabilité, etc. C'est incontestable. Je suis triste parce que ce soir, on vient d'acter définitivement l'abrogation de la réforme des retraites. La suspension, en fait, c'est l'abrogation. Ça veut dire que en 2017, le président de la République s'est fait élire en disant aux Français qu'il allait précisément réformer cette réforme, c'est l'âge de la retraite et tout ce qui va avec, qui est absolument indispensable pour nous. Ça lui aura pris 8 ans. On l'a fait. Ça a été douloureux. Ça a été compliqué. D'un point de vue de la parole publique, on a tenu bon. Bien sûr, c'est pas populaire. Bien sûr, les Français, quand on leur dit vous avez le choix entre travailler moins ou travailler plus, ils vont dire travailler moins. Mais on a réussi à remettre la voiture France dans la bonne direction. Et puis voilà que, après des tergiversations qui ont un peu, je dois le dire, écœuré les Français. Ce soir, on vient de voter, à quelques voix près, donc... 13 voix. 13 voix, ça veut dire 7, qui aurait fait basculer. C'est donc un mouchoir de poche. On voit ceux du reste qui ont contribué, c'est essentiellement du reste les Républicains, parce qu'ils n'étaient pas censés voter pour. On voit que si c'était abstenu, ça passait pas. Donc on voit très bien qui a fait voter cette réforme, enfin les Républicains qui ont voté. Je ne veux pas les désigner du reste, parce que je suis là pour désigner personne. Mais enfin, il faut aussi appeler les choses par leur nom. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que l'histoire, me semble-t-il, retiendra ? C'est pas l'exercice incontestable. Certains vont le louer, de Sébastien Lecornu. C'est vrai qu'on est en pleine 4e République. Il était peut-être le Premier ministre le plus mal élu de la 5e République, mais il a toutes ses lettres de noblesse pour l'un de la 4e République. C'est évident. Je ne le critique pas en disant ça. Mais ça durera combien de temps ? Ça durera quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais ce qui va rester, c'est le fait que nous avions pris cet engagement, que nous l'avions tenu, que nous l'avions dit également à nos créanciers. Je rappelle pour nos téléspectateurs que nous sommes le premier émetteur de dette en euros au monde et qu'aujourd'hui c'est nous qui payons le plus cher notre dette. Parce que précisément on est un pays qu'on ne croit plus. Il y a une prime de risque sur la France. Le jour du reste où on a proposé cette suspension, souvenez-vous que l'agence de notation, Standard & Poor's, a décidé immédiatement d'abaisser le crédit de la France. Donc voilà, je le dis aujourd'hui, on a repoussé ça jusqu'en 2027, c'est-à-dire qu'on va commencer à travailler en 2028. Est-ce que vous croyez un instant ce soir, Darius Rochebin, que le futur président ou la future présidente de la République va se faire élire en disant écoutez, on va travailler plus. Je suis frappé de votre réaction. D'abord, la gravité. Et vous êtes très catégorique. Moi, rarement je vous ai entendu. Vous dites d'abord ce sera une abrogation. C'est un habillage de dire suspension. Là, ça va être très difficile de revenir en arrière. C'est très difficile parce que, encore une fois, on va remettre ça sur l'ouvrage. Sur la Qui table. osera ? Mais qui osera ? Et vous voyez aujourd'hui quelqu'un aller devant les Français et leur dire en 2027, écoutez, moi, mon plan, c'est de vous faire travailler jusqu'à 64 ans, puis ensuite 65 et 70 comme les Danois ? Vous pensez vraiment ? Donc évidemment, on va commencer à travailler quand ? En 2028, on ne va pas faire ça en 2027, le temps que le Parlement s'installe, etc. Il faudra combien de temps pour rediscuter encore ? 1 an, 2 ans, 3 ans ? Donc, pendant ce temps-là, le monde avance et le déficit se creuse. Alors j'entends... Pardon Thierry Breton, est-ce que ça n'est pas le choix du peuple français souverain ? Quand on regarde la composition de l'Assemblée, ça correspond au choix politique, notamment de LFI et du RN. Mais ils n'ont pas volé, c'est pas un putsch qui a fait cette Assemblée-là. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi le 49.3. Parce que la Constitution de la Ve République a voulu que lorsque l'intérêt général est en jeu, et qu'on a la légitimité de la souveraineté, d'être notamment le Premier ministre, eh bien quand l'intérêt général est en jeu, on l'exerce, même si c'est pas populaire. C'est ça la dignité, la grandeur de la classe politique et des hommes politiques. Eh bien là, aujourd'hui, quand on nous dit que si jamais on n'avait pas voté,
J'entends aussi. On a aujourd'hui un déficit de la sécurité sociale de 24 milliards d'euros. Je rappelle quand même pour nos téléspectateurs que le projet de budget de M. Lecornu, c'était 17 milliards. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a lâché ? De 17 à 24 milliards de déficit. Alors on nous dit, si jamais on n'avait pas voté, ce serait 30. Mais M. Rochebain, l'abrogation de la réforme des retraites, suspension, abrogation. Écoutons ce que dit la Cour des comptes et les Bercy. En 2035, ça se chiffre en dizaines de milliards. Voilà le prix que nous payons aujourd'hui pour un peu de stabilité. Et j'ajoute pour finir que, bien sûr, on nous dit que si jamais c'était pas passé, si jamais on n'avait pas donné, parce que finalement c'est quoi ? On a donné un totem gigantesquissime, et notamment à ceux qui le réclamaient. Je pense en premier chef aux socialistes. Encore une fois, c'était leur demande. Si jamais on n'avait pas passé le PLFSS ce soir, est-ce que vous voyez beaucoup aujourd'hui de partis politiques aller demander la dissolution de l'Assemblée nationale pour repartir aux élections 4 mois avant ? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous dites qu'on aurait pu lâcher moins. Mais, Darius Rochebain, on est maintenant à 4 mois, 5 mois des élections législatives, bientôt 1 an des présidentielles. Est-ce que vous voyez aujourd'hui... Municipales, pardon. Municipales d'abord, puis présidentielles ensuite. Est-ce que vous voyez aujourd'hui un parti politique à prendre le risque d'aller, même lorsque vous parlez un petit peu, vous écoutez, vous laissez traîner vos oreilles du côté du Rassemblement national, je crois qu'ils ont tous compris. Donc vous pensez qu'on aurait pu avoir un compromis à meilleur... Mais je n'en sais rien. Je dis simplement que le prix que nous venons de payer, je voudrais le dire encore une fois, parce que tout ce qu'on a dit, et je voudrais le dire à nos compatriotes, tout ce qu'on a dit pour en arriver précisément à la réforme des retraites était vrai. On n'a pas menti aux Français. Lorsqu'on a dit, lorsqu'on a fait, lorsqu'on a porté, lorsque Mme Borne l'a porté, y compris à coup de 49.3, et que finalement ça a été la réforme qui a été adoptée, on n'a pas menti aux Français, on leur a dit la vérité. Et ce soir, aujourd'hui, les Français se disent, bon bah finalement, il valait mieux effectivement, vous savez, Paris vaut bien une messe, contre un plat de lentilles. L'histoire nous apprend comment ça se termine. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les 10 renoncements qui ont fait la France », pour essayer de démonter précisément les mécanismes des renoncements et démontrer toujours que, systématiquement, le prix politique que l'on paye est toujours incommensurablement plus élevé que le bénéfice de l'instant. Est-ce qu'il est vrai que c'est une reculade unique en Europe ? C'est-à-dire parmi toutes les nations qui ont augmenté l'âge de la retraite, il est unique en Europe qu'un État recule. Mais c'est la première fois. Regardez ce qui vient de se passer encore en Allemagne. Friedrich Merz vient de faire voter lui aussi encore une réforme de l'âge de la retraite. Mais encore une fois, bien entendu. Ça c'est très grave parce que la France ici fait exception. Mais la France fait exception. Elle fait exception depuis 1981 quand on lui a expliqué que c'était la spécificité française. On en a déjà parlé ensemble, Darius Rochebain, à ce micro. Quand on lui a expliqué que finalement la spécificité française, la troisième voie, c'était de travailler moins alors que tout le monde travaillait plus. C'était évidemment l'abaissement de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Vous vous rendez compte, c'était en 81. Darius Rochebain, ce soir, on en parle encore. Vous voyez le poids des décisions, vous voyez ce que ça traîne, vous voyez l'impact que ça a dans notre ADN collectif. Eh bien, expliquez ensuite, ou expliquons-nous pourquoi la France en est là aujourd'hui. C'est en grande partie parce que, je le dis de façon très claire, il faut évidemment tenir compte des situations de chacun, notamment pour la réforme des retraites, on le sait, des mères de famille, de la pénibilité. Mais la tendance, il ne faut pas se mentir, c'est évidemment globalement de travailler plus longtemps et de travailler plus, y compris dans la semaine. Thierry Breton, on va entrer dans le détail, mais avant ça, que dire aux députés ? Imaginez les députés, certains maintenant qui sont allés boire un verre, etc., qui sans doute se disent... voilà, les choses vont pas si mal que ça. Thierry Breton vient faire le père Fouettard à la télévision, mais en réalité, la France ne va pas s'écrouler demain, je veux surtout pas croire ni après-demain. C'est ni père Fouettard, ni donner des bons points. C'est tout simplement le fait que nous sommes un certain nombre à porter, vraiment, parce que je ne suis pas qu'un observateur, Darius Rochebain. Mais on le paiera quand ? On le paiera quand ? Vous dites, ça se paiera, mais ça se paiera quand ? Mais ça va se payer tout de suite. Ça va se payer tout de suite, parce que d'abord, évidemment, les marchés vont pas aimer beaucoup ça, qu'on est maintenant définitivement abrogé, je dis abrogé, encore une fois, j'anticipe un peu, je le reconnais, mais parce que je pense que ça va être très difficile de reprendre, en tout cas, le sujet tel qu'il est aujourd'hui, qu'il faudra sans doute recommencer à zéro. Et donc, et puis, c'est surtout d'un point de vue de la parole politique. La parole politique, ça compte, et ça va compter de plus en plus, parce que nous aurons effectivement, je ne vais pas dire qu'on a du sang et des larmes, mais nous devons avoir un discours de vérité, et nous devons nous tenir à ce discours de vérité, et pas dire que parce qu'on... Vous vous rendez compte pour les députés aujourd'hui,
pendant 7 ans, pour certains d'entre eux, ils ont porté cette réforme sur le terrain. Et aujourd'hui, ils vont dire, non, finalement, parce que la stabilité, vous savez, c'est important. Mais quelle stabilité, Darius Rangevin? Est-ce que maintenant, on rentre dans la phase du budget? J'entends les observateurs, vous en aviez aussi autour de ce plateau. Ils vous disent tous que c'était la première phase de l'Himalaya, la seconde va être encore plus difficile. Aujourd'hui, un certain nombre ont obtenu leur totem, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un appétit immense pour soutenir maintenant et accompagner le vote définitif du budget. Donc on a un nouvel Himalaya devant nous. Je reconnais avec beaucoup l'habileté, évidemment, du Premier ministre, mais je voudrais dire aussi que si je suis un fervent défenseur des coalitions, de la nécessité d'écouter les autres pour bâtir des contrats et des projets de coalition, essentiellement parce que nous sommes désormais dans un environnement politique qui est très fragmenté. Là aussi, il faut apprendre de ceux qui le font depuis longtemps. Pour nous, c'est nouveau. La Ve République, on n'a quasiment jamais fait ça. Et donc, la leçon qu'on peut apprendre aussi de ceux qui nous entourent, Darius Rangevin, c'est que les contrats de coalition, ça ne se fait pas sous l'œil des caméras de télévision et en direct à l'Assemblée nationale. Ça se fait en chambre. On se met autour d'une table et on peut regretter le temps que le président de la République a perdu avant de nommer un Premier ministre. On s'en souvient de ces procrastinations à répétition. Si ce temps avait été fait pour dire on nomme un Premier ministre et maintenant tu as 6 semaines, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois comme en Allemagne pour bâtir un projet de coalition et puis tu reviens quand il est bâti, alors on n'en serait peut-être pas là ce soir. Il a essayé, soyons honnêtes, il a essayé. Non. Rappelez-vous les appels au LR, rappelez-vous pendant des mois, Thierry Breton, des mois il a dit, si les LR venaient discuter, on pourrait discuter, construire quelque chose. Ils l'ont pas voulu. Mais si, c'est pas pareil que maintenant on y va. Donc à partir du moment, oui, mais tant que l'acte n'a pas eu lieu, il n'a pas eu lieu. Et c'est précisément ce qui a motivé la dissolution de l'été 2024. Je suis d'accord. Sauf qu'encore une fois, on va le faire parce qu'ils ne viennent pas à la table. Bon, très bien. À partir du moment où on a dissous, on peut pas réécrire l'histoire, mais c'est vrai que ce qui est important, on le voit, c'est de passer du temps, et je sais qu'il a fallu passer du temps, on l'a vécu en direct, vous l'avez commenté tous les soirs sur votre plateau. Thierry Breton, on entend dans les chiffres, parce que vous êtes le maître des chiffres, vraiment vous avez ça en tête comme très peu d'hommes et femmes politiques, et j'en suis témoin. Quand on regarde d'abord le panneau qu'on voyait tout à l'heure, le tableau, où on comprenait simplement, dans l'immédiat, et là on ne parle pas de la réforme des retraites à très long terme, etc., on parle du PLFSS, du plan de financement de la sécurité sociale très immédiat, les dépenses supplémentaires concernant la sécu proprement dite, la suspension de la réforme des retraites seulement la première année, la pension des maires et l'autre tableau qui est encore plus parlant parce que là la valse des milliards est marquante sur les économies non réalisées, c'est-à-dire pas de gel des pensions de retraite. Je ne sais pas si on peut afficher l'autre panneau. Oui, j'en ai listé moi-même du reste. Voilà, ces économies disparues. J'en ai listé une dizaine. Donc, vous voyez, on les retrouve, le gel des pensions, les franchises médicales. Alors, toutes sont importantes, je ne le dis pas, évidemment, pour l'hôpital, pour les médicaments, pour les pensions, toutes sont importantes. Mais quand vous additionnez tous ces chiffres, vous voyez 2,5 milliards pour les pensions, 2,6 milliards, on n'est pas en millions, on est en milliards, pour les franchises médicales, 1 milliard pour les cotisations au restaurant, et puis il faut ajouter aussi l'augmentation de la CSG, puis il faut ajouter aussi quelque chose qui était très important pour les investisseurs, l'augmentation de la flat tax. Enfin, quand vous additionnez tout ça, vous passez, Darius Rangevin, de 17 milliards à 24 milliards de déficit. Voilà. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Ça a coûté, au bas mot, 7 milliards en plus, donc, pour en arriver là. Peut-être... Dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Mais je le redis. Quand on additionne, on ne va pas encore en reparler parce que je crois que j'ai été hélas clair parce que encore une fois, c'est quelque chose, je le dis vraiment, qui va marquer ce 9 décembre. Alors c'est évidemment la journée de la laïcité, la loi de 1905, mais ça restera vraiment, je crois, c'est très important. Aujourd'hui, c'est vraiment, la France a renoncé à réformer ses retraites et à passer le bébé, le mistigris, au président suivant. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux, Darius Rangevin. On vous sent fâché. Oui, parce que je porte ces sujets vraiment de réduction, je pense ces sujets tellement, si vous voulez, lorsque j'ai été moi-même un acteur, je le dis à Bercy pour réduire la dette, mais j'étais aussi un acteur à Bruxelles et j'ai vu l'importance de tenir ses engagements pour que la France tienne sa parole. On est un très grand pays.
Je ne cesse de le redire. Je vais encore le redire, mais la 7e puissance économique mondiale, même si on décroît, on est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. On est complètement autonome en matière de protection de notre défense. Mais notre parole n'est plus entendue. Et je me suis posé la question, pourquoi ? Elle est plus entendue parce que précisément on nous voit comme un pays qui ne tient pas ses engagements et lorsqu'il les prend, les renie ensuite. Et trouve toujours des bonnes excuses pour les renier. Donc oui, c'est dans notre pays dont il s'agit. Et moi, je suis de ceux qui estiment que notre pays doit avoir une place, une parole qui est plus importante que celle qu'il a aujourd'hui. Il n'est pas assez entendu. Et voyez-vous, avec tout ce qui se passe, y compris aux États-Unis, y compris en Chine, la parole de la France est importante, plus nécessaire que jamais. Nous sommes attaqués de toutes parts. Nous sommes attaqués de toutes parts. Et un pays qui arrive en faiblesse pour discuter devant un Donald Trump, devant un Xi Jinping ou devant un Vladimir Poutine, eh bien, c'est pas un pays qui pèse. Un pays qui ne compte pas, c'est un pays qui ne compte plus. Voilà ce que j'entends à Bruxelles. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui, ce soir, préoccupé. Préoccupé parce que je sais qu'on ne reviendra pas sur cette affaire des retraites. Le reste, on verra. Le reste, on verra. On va voir si on a un budget, on va voir si on n'a pas un budget. On va voir aussi, par parenthèse, si dans ces conditions, on arrive à avoir un budget qui soit inférieur à 5% de déficit. Je rappelle pour nos téléspectateurs que 5% de déficit, on n'arrive plus à casser ce plancher de 5%. Ça fait 5 budgets. Et 5% de déficit, c'est 150 milliards d'euros de dette en plus tous les ans. Caricaturons un peu, Thierry Breton. Est-ce qu'au-delà de ça, c'est le signal d'un pays dans l'esprit, par exemple, des Chinois qui nous observent, qui se disent, voilà, c'est le signal d'un pays qui n'a plus très envie de se battre, de travailler davantage, de la croissance, de la magie de la croissance qui a été celle de tant de générations. Mais il suffit de lire la façon dont on parle de nous, et notamment Donald Trump. Alors c'est pas que pour ça, je suis pas naïf. Mais pardon, lorsque j'étais moi-même ministre des Finances, et ben, au sein de l'Eurogroupe, qui est l'enceinte où nous nous réunissons les ministres des Finances de la zone euro, ben, ceux qui avaient droit à la parole, c'est ceux qui tenaient les objectifs. Et quand on avait, pour ceux qui avaient 120% d'endettement, ben, on lui disait tu fais d'abord le travail, tu parles après. C'est comme ça que ça marche. C'est normal. Nous avons décidé d'avoir une communauté de destin pour notre monnaie. Ça nécessite un certain nombre de contraintes et également d'obligations à tenir. Et d'engagement à tenir. On a besoin dans le monde qui vient, Darius Rojbin, d'avoir des partenaires qui tiennent leur parole. C'est ça dont on a besoin. Et on a besoin d'avoir des leaders qui tiennent la parole des pays. C'est ça dont on a besoin. Faute de quoi ? Faute de quoi ? Pris dans la tenaille dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, l'Europe risque, oui, d'être vassalisée encore plus qu'elle ne l'est. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la parole de la France. Je vais vous poser la question, Thierry Breton. Mais il faut donner les moyens. Qui paiera ? Terra Nova, qui est un cercle de réflexion de centre-gauche, disons, a fait cette estimation sur ce que nécessiterait l'équilibrage de la dette. Et l'estimation donne le vertige, puisque... On parle de 120 milliards. Voilà, 120 milliards d'économies nécessaires. Je connais leur étude. Ça représente 3 000 à 4 000 euros par ménage chaque année. Si on voulait arrêter, disons, le galop fou de la dette. Est-ce que vous le pensez ? Oui, mais je connais parfaitement ces chiffres et je les partage. Mais je n'aime pas du tout cette présentation. Parce que dans cette présentation, on a l'impression de culpabiliser les Français. Leur dire maintenant, il va falloir que vous payiez. Et je n'aime pas ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on se rediscipline. Et que collectivement, on ne vive plus, parce que je vais vous le dire aussi comme je pense, pour en arriver à ce vote ce soir, que de tractations, que de marchandage. Bien sûr, Madame Bonne-Pivet est contente, on l'a entendu tout à l'heure, satisfaite que l'Assemblée, mais on a aussi l'image inverse, que de compromission, que de reniement pour en arriver là. Et c'est ça aussi ce qui est regardé. Vous savez, dans les moments si difficiles que ceux que nous vivons, on a besoin d'avoir du leadership et qui tient des lignes. Alors oui, bien sûr, il faudra évidemment commencer à s'attaquer, on en a souvent parlé, à notre État-providence. C'est en gros 900 milliards. Il faut s'attaquer, mais il faut s'attaquer certainement pas à la serpe, encore moins à la tronçonneuse. Je dirais avec ce que nous sommes, parce que ça fait partie de notre culture. Et c'est la raison pour laquelle je suis moi-même convaincu qu'il faudra qu'on passe par un cheminement à peu près similaire à celui que les Allemands ont parcouru en s'imposant une règle d'or, c'est-à-dire se dire que, voilà, pendant 5 ans, 10 ans, on s'engage à ne pas avoir tant de déficit. Ouais. Et après, ça c'est fini, Thierry Breton. Ce soir, c'est enterré pour l'instant. Ce soir, c'est enterré, mais ce sera un débat, peut-être un débat à proposer précisément dans le cadre de la présidentielle. Ce sera beaucoup moins douloureux
que de présenter ce qu'a présenté, à juste titre, encore une fois, je ne conteste pas les chiffres, la Fondation Terra Nova, parce que c'est un cheminement qu'il faut... Vous voyez, je vais vous dire les choses très simplement. Ça devient une liturgie, pardon, Thierry Breton. Pardon de vous interrompre, mais des gens comme vous, et personne ne conteste votre expertise, mais viennent dire ça, et en réalité, le peuple français ne le suit pas. Eh bien, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce qu'encore une fois, il faut faire de la pédagogie. Je n'en suis pas sûr du tout. Et c'est ce que je regrette précisément dans la pédagogie que nous avions fait pour la retraite. Au moins, on n'était pas content, mais c'était acquis. J'étais passé. Il faut tout recommencer, la pédagogie. Moi-même, j'ai pratiqué de la pédagogie lorsque j'ai baissé l'endettement de la France avec Michel Pébroux. Et je lui rends hommage ce soir. Il a fait un travail remarquable de pédagogie. Et on a réussi à expliquer en même temps aux Français qu'on baissait l'endettement, mais qu'en même temps, parce que la confiance revenait, mais la croissance était là. Donc je le dis, l'action politique, c'est évidemment du leadership, c'est d'avoir une ligne rectiligne, un cap tenu, mais c'est aussi de la pédagogie. Les Français ne sont pas plus idiots les uns que les autres. Bien au contraire, nous sommes un peuple très intelligent. Ils regardent bien ce qui se passe autour du monde. Mais tant qu'ils voient qu'on est encore capable de lâcher, eh bien, ils se disent comme tout le monde. Et à la limite, j'allais dire, c'est humain. Encore un moment, monsieur le bourreau. Regardons les chiffres. Voilà ce qu'on vient de leur donner. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra réduire, qu'il faudra s'attaquer aux dépenses sociales, réduire les dépenses sociales des Français ? Mais encore une fois, dans les dépenses sociales, nous sommes les seuls qui mettons à la fois notre retraite, toute la sphère de santé et le reste. Donc on est les seuls à avoir un paquet aussi large. Oui. Donc évidemment, ce paquet aussi large aujourd'hui, on voit bien qu'il est, et j'ajoute par ailleurs que, on le sait, il ne se finance que sur les actifs au travail. Et comme les actifs au travail, ça diminue, eh bien évidemment, ça devient un système insoutenable. Donc il faut garder les missions qui sont tellement importantes pour nous, parce que ça a fondé, encore une fois, notre État et notre spécificité depuis le Conseil national de la résistance. Il s'agit absolument de garder les missions, mais il s'agit de voir comment on fait autrement. Thierry Breton, on entendra toutes les réactions ce soir. Dans quelques instants, ce sera Thomas Piketty, qui a un avis évidemment très différent du vôtre. Oui, peut-être est-il déçu d'aller dans l'autre sens. Ce sera intéressant de l'entendre. Oui, il est déçu, je pense, parce qu'il va voir qu'il y a moins, ou peut-être va être très content. J'ai vu tout à l'heure, en écoutant du reste votre chaîne, qu'il y avait désormais moins de milliardaires en France qu'ailleurs. Donc il va être peut-être satisfait de cela. Alors vous l'entendrez, n'envoyez pas des méchancetés avant de... Il pourra vous répondre. Quoi qu'il en soit, on apprend que le Premier ministre a réuni plusieurs ministres ce soir à Matignon, après l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est confirmé à TF1 et à LCI. Eux vous disent qu'il y avait une balance et dans le coût, disons, de l'instabilité aurait été supérieur au coût de ce que vous dites. Que répondez-vous à ça ? Que personne ne le sait. Qu'on est dans une situation tellement instable que personne ne le sait. Ce qui est important dans les situations instables, c'est le mouvement. C'est aller de l'avant. Et là, moi, j'ai le sentiment... Aller au bout de votre pensée, ça veut dire qu'il aurait mieux valu même une dissolution de nouvelles élections législatives ? Il faut savoir ce qui est important dans la vie. Ce qui est important dans la vie, c'est soit on se maintient un pseudo-équilibre et on ne fera rien parce qu'on n'a pas la majorité. Assumez, ça veut dire de nouvelles législatives. Je vais aller au bout de ma pensée. C'est soit on a un pseudo-équilibre et on sait qu'il sera très difficile de faire quoi que ce soit en 2027, mais c'est les institutions, vous m'avez souvent entendu, je suis respectueux des institutions, je ne demande pas du tout la démission ou le départ du président de la République. Soit, eh bien, on dit voilà aux Français ce qui est important. Maintenant, et voilà aux forces politiques ce qui est important, vous vous situez par rapport à ce discours parce que nous pensons qu'il est absolument essentiel pour la nation. Et moi, je crois toujours à la fin, je crois au bon sens. Et le bon sens, il est aidé aussi par le calendrier. Des fois, on a un peu de chance. Nous sommes à 5 mois des municipales. Nous sommes à 1 an et 4 mois des présidentielles. Et je pense que les partis politiques, y compris ceux qui sont les plus extrêmes, ceux qui sont contre ce qui se passe aujourd'hui, en particulier le président de la République, sont bien conscients qu'aujourd'hui, ce serait extrêmement dangereux. Mais ce sont des uchronies. Attendez, Thierry Breton. Qui a gagné devant le peuple ? C'est ça l'enjeu final, il faut gagner devant le peuple. Qui a gagné devant le peuple en disant il faut se serrer la ceinture en France ? Fillon a perdu, alors pour d'autres raisons aussi, mais Fillon a perdu, Barre. C'est pas si bien passé que ça sur la fin. Qui a gagné en allant devant les Français en disant qu'il faudra serrer la ceinture ? Je ne dis pas qu'il faut dire évidemment. Bien sûr. Non, je dis qu'il faut un chemin. Il faut un chemin. Il faut un chemin. Ça, c'est, non, vous jouez sur les mots, monsieur Rochebin. Vous jouez sur les mots, monsieur Rochebin. Moi, je ne joue pas sur les mots. Se serrer la ceinture. Je vais vous poser la question autrement. Qui a gagné en reniant sa parole ? Ça, il y en a plein. Ça, je peux vous assurer. Et vous pensez qu'ils ont gagné ? Eh bien, je ne le crois pas. La première fois. Je ne le crois pas. Et en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que la France, elle ne gagne jamais. Et aujourd'hui, on est dans une telle situation que la France ne peut plus se permettre ça. Voilà, parce que ça c'est le 10e chapitre de mon livre que vous avez lu, Le renoncement au destin, de 1974 à 2025. Voilà où ça nous a menés. Eh bien, moi, je suis de ceux, je me trompe peut-être, qui croient que les Français, ils ont compris ça. Et on ne va pas leur dire, on va maintenant éliser un tel ou un tel, parce qu'on va serrer la ceinture. On va proposer un chemin.
et on va être sûr que ce chemin va être tenu. Voilà ce qu'il faut. Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait maintenant que tout le monde... Je vous ai même dit que j'étais contre le fait qu'on montre que chacun devait y aller de 4 000 €. Je suis contre ça. Parce que c'est pas comme ça que ça marche, la vie. Mais en revanche, je sais que ça marche en tenant un cap et en proposant ce cap à nos compatriotes. Et aujourd'hui, ce soir, pardon de le dire, mais on n'a pas ce cap. Je vous pose la question tout à l'heure. Quand est-ce qu'on paiera ? C'est-à-dire, il y a cette formule, je me rappelle Ruud Lubbers, Premier ministre néerlandais, qui avait cette formule magnifique qui disait la dette, c'est les impôts qui seront payés demain par les citoyens. Mais il a parfaitement raison. Mais il a parfaitement raison. Quand est-ce qu'elle arrivera, cette facture ? Mais elle arrive déjà aujourd'hui. Elle arrive déjà aujourd'hui. Regardez, quand on commence à taper, c'est quoi l'augmentation de la CSG ? C'est quoi l'augmentation de la flat tax ? C'est quoi l'augmentation de l'assurance vie ? Mais écoutez, on a 6 000 milliards d'épargne. Mais bien entendu que ça va se traduire par ça. Et vous savez pourquoi, aujourd'hui, nous avons une note qui n'est pas conforme exactement à ce que nous sommes ? Parce que précisément les agences de notation savent très bien qu'on va encore pouvoir remettre de l'impôt. Et vous savez quoi ? On vient leur démontrer qu'ils avaient raison, puisqu'on a encore augmenté de l'impôt pour ce budget. Expliquez bien ça, Thierry Breton, qu'en réalité, parce que le fantasme un peu complotiste, c'est de dire on va saisir l'épargne des Français, il n'y a pas besoin de saisir. L'impôt permet de la faire diminuer. Bien entendu. L'impôt, c'est ça. Et en particulier quand on vous dit, on va commencer à vous augmenter soit la CSG et soit les assurances vie comme je l'ai vu. Donc bien entendu que c'est ce qui nous pend au nez. Et c'est pour ça, encore une fois, que les agences de notation qui savent que par ailleurs nous sommes l'un des meilleurs pays, on est peut-être celui qui impose le plus de tous les pays de l'OCDE, hélas, mais on est celui qui impose le mieux. C'est-à-dire le mieux quand je dis d'un point de vue efficacité. Parce qu'on a les meilleures équipes pour le faire. Et je leur rends hommage, je les connais, j'étais leur patron. Ça veut dire que la folie de l'impôt, elle repart là maintenant plus que jamais, mais logiquement. Je ne veux pas employer des mots aussi excessifs que ça. Mais bien entendu, on est aujourd'hui dans un budget où les impôts augmentent. Et on va voir, et vous allez voir dans le budget, dans le budget qui va être discuté maintenant, le budget de la nation, bien entendu que les impôts vont encore augmenter. C'est une évidence. On voit très bien ce qui se passe. On ne peut pas, encore une fois, rentrer dans ces phases de négociation sous les caméras, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans donner des triomphes. Et encore une fois, je ne les critique pas. Chacun a ses électeurs à satisfaire. Donc on sait très bien que si on veut avoir la gauche avec, et en particulier le Parti socialiste, il faudra passer par des augmentations d'impôts. Et dans ce sens, Bruno Retailleau a raison. On ne peut pas lui donner tort. C'est quand même ce qui s'est passé. On est passé de 17 milliards de déficit à 24. Cherchez l'erreur. On entendra Thomas Piketty dans un instant. Qu'est-ce que vous diriez, on ne va pas faire un débat, mais qu'est-ce que vous diriez à Thomas Piketty, à tous ceux qui vous disent, au contraire, il aurait fallu aller sans doute plus loin dans un effort de relance ? Mais pour avoir la relance, il faut avoir les moyens. Aujourd'hui, on les a où les moyens ? On est déjà à 5% de déficit. Donc oui, vous voyez, je vais vous donner un exemple d'un pays qui fait de la relance, qui me semble du reste bienvenu. Ce pays s'appelle l'Allemagne. L'Allemagne fait de la relance massive, avec 500 milliards pour la défense, avec 300 milliards pour les énergies vertes. Oui, l'Allemagne le fait. Vous savez pourquoi elle le fait ? Parce qu'elle a aujourd'hui une dette à 62% et qu'elle peut sans problème monter à 65 ou 66%. Voilà, donc et c'est la différence que l'on voit aujourd'hui. Cette différence, elle va peser très très lourd aussi, là encore, pour le poids de la France au sein de nos institutions et à travers le regard que portent nos partenaires. On va écouter Édouard Philippe. Il était hier sur notre antenne et après il est prudent, Édouard Philippe. C'est pas un homme très excessif, disons, mais il a commencé par dire peut-être que ce sont les retraités qui devront faire davantage d'efforts, c'est-à-dire ceux chez qui il y a peut-être un peu plus de réserve. Une partie d'entre eux, en tout cas. Écoutez. C'est qu'on fait peser tout le financement de la protection sociale sur le travail, c'est-à-dire sur les cotisations. C'est dingue. Mais sur quoi vous voulez le faire reposer ? Sur l'ensemble de la création de richesse. C'est-à-dire avec un impôt nouveau ? On a la CSG. Je vais vous dire, je préférais qu'on, par exemple, qu'on associe, je le dis, c'est peut-être pas très populaire, qu'on associe, et peut-être plus encore, les retraités au financement de la protection sociale. Thierry Breton, on y arrivera ? Je ne sais pas si ce sera les retraités, mais il est clair qu'il faut poser l'ensemble de l'équation. Je le dis encore une fois, c'est une équation en multiples entrées. Et je pense que, bien entendu, je comprends le jeu, et notamment de l'intervieweur d'hier soir, de le pousser dans ses retranchements. Je pense sincèrement que, face à la situation dans laquelle nous sommes, tout le monde, évidemment, va devoir y contribuer. Mais je pense encore une fois qu'avec un chemin que l'on tient, on pourra le faire de façon acceptable pour tous. Ce qui est extrêmement brutal, c'est
le faire en 2 ans, en 3 ans, comme on l'a fait par exemple en Grèce, ou comme le fait Milei en Argentine. Ça, c'est pas la France. Mais pour ça, il faut se remettre sur un chemin de crédibilité, et il faut avoir, encore une fois, les leaders dont on sait qu'ils ne vont pas dévier, quels que soient les problèmes que l'on peut rencontrer ici ou là sur son chemin. On sait qu'on en rencontre en permanence lorsqu'on est en politique.